Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle boîte à malice dans laquelle il sera question de musique du monde aujourd'hui avec le groupe Anga Chalo qui enregistre son premier album live. Nous danserons autour d'un feu de joie allumé en hommage au Nest Théâtre de Thionville. Le Club de la presse et de la communication Metz-Lorraine dévoilera les lauréats de son premier concours photo et puis je vous promets quelques beaux rendez-vous littéraires. Et c'est d'ailleurs une écrivaine à la plume vive et musicale qui va ouvrir cette émission. Céline Rigui publie le magnifique Les choses de la nuit aux éditions du Sonneur. Je l'ai rencontrée à la librairie L'Autre Rive de Nancy. Retrouvons-la de ce pas en ouvrant la boîte à malice. What is bus? What is a boîte à malice? What is bus? What is a boîte à malice? Céline Rigui, bonjour. Bonjour Alicia. C'est un plaisir de te retrouver. Mais moi aussi, je suis très contente de te revoir. Eh ben, un plaisir partagé. On est ici à la librairie L'Autre Rive à Nancy à l'occasion de la publication de ton nouveau roman Les choses de la nuit paru aux éditions du Sonneur. Parce que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était à l'occasion de la parution de Berline, ton premier roman. Il y a 2 ans. Voilà, il y a 2 ans, toujours aux éditions du Sonneur. 2 livres que j'ai dévorés. Et 2 livres et peut-être aussi un point commun, plusieurs points communs, c'est qu'on retrouve dans chacun de ces livres un homme. Dans Berline, c'était Fernand, coincé au fond de la mine. Il se remémorait son existence. Et puis là, dans Les choses de la nuit, on a Henri, qui lui, a 50 ans, il est trompettiste. Oui. Sa vie a basculé. Et là aussi, il est parti sur la route et lui aussi va refaire le fil de sa vie. On va le voir. Donc, ce qui fait qu'on a 2 hommes de nuit, puisque l'histoire se situe également oui, dans l'obscurité. dans l'obscurité, la nuit, 2 histoires et puis 2 hommes qui sont finalement au bord de leur vie, qui vont dresser un bilan. Ça t'intéresse, ça, les bilans, la vie, les choix qu'on fait dans une vie? Exactement, oui, les choix. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Alors, je ne passe pas mon temps à m'objectiver et à m'interroger en permanence et à songer à des questions existentielles, mais ça m'arrive de temps en temps et j'en ai besoin parce que pour moi, c'est important, effectivement, de faire le point de temps en temps et de savoir si les choix que je fais sont en accord avec ce que je pense être profondément. Je dis ce que je pense être parce que je pense qu'on ne sait jamais vraiment qui on est. Donc, pour moi, l'introspection, c'est quelque chose de très important. Très important. Donc, c'est pour ça, sans doute, que ça se retrouve... Ces 2 personnages oui, dans les 2. Ce sont 2 romans introspectifs. Voilà, 2 romans introspectifs. Alors, ce personnage, Henri Dawson, je l'ai évoqué, trompettiste de renommée internationale, sauf que sa vie basculait suite à un accident de la vie. Oui. Il vient d'où, ce personnage? Il est inventé, il est réel, inspiré par qui, par quoi? Alors, comme pour Berline, le personnage est né à partir d'une histoire qu'on m'a racontée. J'étais dans un dîner dans ma belle famille et donc je discutais avec un batteur de jazz, un monsieur qui avait pas mal bourlingué, etc., qui avait rencontré des musiciens à Saint-Germain-des-Prés. Et à un moment donné, il m'a raconté une anecdote, une connaissance à lui, donc un trompettiste, qui avait eu un accident et suite à cet accident, il avait dû abandonner la pratique de son instrument. Un accident assez, je dirais, surprenant. Et quand je suis rentrée chez moi à la suite de ce dîner, je me suis dit, j'ai le sujet de mon 2e roman. Alors, comme j'ai un grand amour pour Chet Baker aussi, j'ai fusionné un petit peu ces 2 histoires, donc ce fait divers en quelque sorte. Et puis, je me suis inspirée, mais vraiment très librement de la vie de Chet Baker. Donc, ce n'est pas une biographie de Chet Baker, mais j'ai fait naître mon personnage en 1929. Le jour du crash boursier, donc le 24 octobre 1929, parce que j'aime beaucoup aussi la dimension symbolique des choses. Et donc, mon personnage va vivre un peu sa grande dépression. C'est ça. C'est un petit peu ça. Et je me suis fait mener par le bout du nez par Henri, à un moment donné.
qui m'a entraînée aux États-Unis à la période du Dust Bowl, des vents de poussière, etc. C'était aussi l'occasion pour moi de faire un clin d'œil à John Steinbeck, que j'aime beaucoup, donc Les raisins de la colère, l'exode rural. Donc c'est parti d'une anecdote qu'on m'a racontée, et ensuite j'ai tissé cette intrigue. Et après, on est complètement embarqué dans cette histoire. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'effectivement, avec ce qui arrive à Henri, on se retrouve dans une situation où finalement, il avait la musique qui était un remède à tous ses maux. Oui, c'est ça. Il a trouvé dans la trompette voilà, une forme de libération, un pansement aussi, finalement. De refuge. Et puis, finalement, tout ça s'arrête, net. Oui. Et tout remonte à la surface. Exactement. Son enfance cabossée. T'avais envie d'aller explorer ça, une enfance tumultueuse. Oui, alors là, c'est la trompette, c'est la musique, mais on pourrait étendre ça à tous les arts. L'art comme un baume, justement, qui peut permettre parfois peut-être de mettre une espèce de pommade, en quelque sorte, bienfaisante, pour atténuer, un petit peu soulager la brutalité du monde. Enfin, moi, je sais que j'écris pour ça aussi, je l'ai déjà dit en interview. Pour moi, l'écriture et la poésie, notamment, c'est une façon pour moi, c'est un besoin pour moi, et c'est un rempart contre la vie, qui peut parfois être extrêmement violente. Et comme je suis quelqu'un d'hypersensible, un peu comme Henri, qui boit tout, des Blue Lagoon, alors moi non, mais lui oui, qui est très poreux justement à la violence du monde, l'art, c'est un remède. Alors c'était son remède, c'était son refuge, et tout à coup, il se retrouve dans l'incapacité de jouer de son instrument. Alors qu'est-ce qui va se passer dans la tête de cet homme, justement, qui se retrouve confronté à un nouveau corps, à une nouvelle vie, une vie sans musique, une vie sans trompette? Ça m'intéressait d'explorer justement les méandres de son esprit. Voilà. C'est vrai qu'Henri, lui, il pense qu'il n'a pas droit au bonheur, finalement. Et d'ailleurs, tu écris à un moment, finalement, le bonheur, ça serait comme un cadeau avec un prix dessus. En tout cas, c'est lui. C'est comme ça que lui voit les choses. Alors lui, il s'était fait son idée du bonheur, c'est-à-dire que il en a bavé pendant son enfance, pendant sa jeunesse, et ensuite, la route s'est aplanie grâce à la musique, où là, il a commencé vraiment à vivre pour lui-même, avoir du succès, etc. Donc pour lui, dans sa tête, c'était cohérent. C'est-à-dire, j'ai souffert à un moment donné, et donc maintenant, la vie a une dette, en quelque sorte, envers moi, et j'ai une récompense. Donc maintenant, le bonheur doit être comme une phrase de trompette, une ligne continue. Sauf que la vie, c'est pas ça, en fait. Et d'où mon clin d'œil aux choses de la vie. La vie, elle peut s'arrêter n'importe quand. La vie, c'est elle qui fait et qui défait les règles du jeu. En réalité, je crois que le message du livre, en tout cas, c'est de dire qu'on ne contrôle pas grand-chose. On pense qu'on contrôle les choses, mais on ne contrôle rien. En réalité, tout peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le livre de Paul Guimard, donc Les choses de la vie, et le film de Claude Sautet, avec le merveilleux Michel Piccoli et la merveilleuse Romy Schneider, parce que c'est un hymne et c'est à la vie, et c'est aussi une invitation à vivre, à profiter vraiment pleinement de la vie et du moment présent. Oui, toujours s'échappe de la lumière. Oui, c'est important livres. C'est important. Oui, c'est important. Je pense, en animant des ateliers d'écriture, etc., je me suis aperçue que les mots avaient vraiment un réel pouvoir. Et donc, mon intention, pour moi, c'est pas de plonger le lecteur dans la détresse ou le désespoir. Mais par contre, je ne veux pas nier la dimension parfois violente ou obscure de l'existence, parce qu'elle existe. Donc, c'est un livre qui fait la part belle au contraste. Oui, c'est ça. Et je le revendique vraiment pleinement. Oui. Et à un moment d'ailleurs, Henri dit, on lui a offert un ouvrage alors qu'il va mal, et il dit, mais la littérature, aucun intérêt. Ta vie était assez romanesque comme ça, et peu de chance de trouver dans un livre des réponses à tes questions existentielles. Pire, ouvrir un livre, c'était ajouter la confusion des autres à ton propre désordre. Ça, je trouve cette phrase absolument magnifique, et ça me fait aussi m'interroger sur ton style, ici, puisqu'on est dans le tu. Oui. Et ça, c'est assez surprenant, comme si on était un petit peu en surplomb, comme ça, en témoin de l'existence d'Henri. Ce tu, pour moi, il est idéal dans ce livre-là. C'est le pronom du monologue intérieur, c'est-à-dire que c'est Henri qui se parle à lui-même.
C'est aussi un pronom qui frotte un peu avec un tu omniscient, c'est-à-dire un narrateur, une voix qui en sait un peu plus que le narrateur. C'est aussi moi qui me parle à moi-même, la page comme un miroir. Et c'est aussi, si on veut, c'est aussi une façon d'interpeller le lecteur. Tu, c'est aussi une façon de m'adresser au lecteur. C'est ça. Et je trouve que c'est ce qui fait aussi que ça nous tient comme ça en haleine. Et puis, il y a aussi ce rythme. Alors ça, on l'a déjà évoqué sur le précédent, le fait que tu sois musicienne, on sent le rythme de ton écriture. Et puis, il y a le rythme de la route, puisque Henri est là, il a 50 ans, prend la direction de l'océan, on est sur la route avec lui. C'est ce qui fait qu'il va faire des allers-retours entre le passé et le présent. Et on a embarqué avec lui dans cette espèce de course comme ça. C'est ce que tu dis, Alicia, c'est-à-dire qu'il y a le rythme de la route et le rythme de l'écriture, et c'était important que les deux se superposent. Donc c'est vrai que la syntaxe, parfois, peut être très saccadée, ou parfois un peu plus posée, elle se délie de temps en temps, mais c'était une façon pour moi d'imiter les sinuosités, non seulement de la route, mais aussi ce flux de conscience, puisqu'on est vraiment dans la tête du personnage, en grande partie. Ça arrive de façon un peu saccadée. Parfois, on s'attarde sur une pensée et on va la développer. Et puis, parfois, on est assailli par des morceaux, des fragments, des choses qui remontent à la mémoire. Donc, je voulais que tout ça remonte à la surface. Aujourd'hui, tu livres Les choses de la nuit aux éditions du Sonneur. C'est donc Céline Rigui, un roman absolument magnifique. Merci beaucoup. Merci Alicia, merci à toi. Et à bientôt pour le 3e. Avec grand plaisir. Il est en cours. Il est en cours et je suis en plein dedans. On n'en dit pas plus. Non. Le livre de Céline Rigui qui fait partie des 311 romans de la rentrée littéraire. Une rentrée qui sera fêtée du 13 au 16 septembre à Nancy dans le cadre du Livre sur la place. Président de cette 46e édition, l'immense sociologue et philosophe français Edgar Morin qui a fêté ses 103 ans le 8 juillet dernier et que vous pourrez écouter lors d'une grande rencontre avec Laure Adler et Philippe Torreton. Et parmi les 200 auteurs et autrices présents, quelques incontournables, Amélie Nothomb, Leila Slimani, Gaël Faye ou encore Yasmina Reza qui sera lu par Nicole Garcia, mais aussi Nicolas Mathieu qui lui lira Colette accompagné par notre messin préféré, Cascadeur. Et puis cerise sur le gâteau, la charismatique Patti Smith clôturera ces 3 jours en rendant hommage en lecture et en chanson aux auteurs qui l'ont accompagné tout au long de sa vie. Bref, une édition pour le moins réjouissante dont vous pourrez profiter du 13 au 15 septembre au Livre sur la place de Nancy. Et autre rendez-vous littéraire plus proche de nous, Étrange Grande à Étange Grande, un festival qui fait le jour sur les littératures de genre et qui pour cette nouvelle édition célébrera le polar et avec lui les mystères et enquêtes. De nombreuses animations autour de Sherlock Holmes se seront ainsi proposées, tandis que 120 auteurs et autrices vous attendent pour dédicacer leurs ouvrages. Parmi eux, un invité d'honneur de prestige, R.J. Ellory. Au programme également, des tables rondes, mais aussi des animations, ateliers créatifs, concours de cosplay, concerts et plus encore. Rendez-vous samedi 7 et dimanche 8 septembre, Hall Omnisport d'Étange Grande. Et prenons maintenant des nouvelles du concours photo lancé au printemps dernier par le Club de la Presse et de la Communication Metz-Lorraine, l'association Photoforum et le Crédit Agricole de Lorraine. Un concours qui invitait professionnels et amateurs de photographie à livrer une série de 3 clichés sur le thème des invisibles. Concours auquel une 40aine de photographes a participé. Retour en images sur une première édition réussie. On est parti d'un double constat au Club de la Presse. Le premier constat, c'est qu'il y a énormément de photographes de talent dans la région. Beaucoup de photographes de presse, de photojournalistes. C'est un public qui est un peu absent au Club de la Presse. Et donc on avait envie non seulement de les réunir, mais en plus de les mettre en avant. Et l'autre constat, c'est qu'on a une salle qui est superbe sur une des plus belles places de Metz. Et cette salle-là, on voulait lui donner vie avec un décor qui est évidemment en lien avec ce qu'est cette association, c'est-à-dire avec le journalisme. J'avais travaillé sur une série de portraits d'ouvriers qui s'appelle 20% profil ouvrier,
qui illustre parfaitement cette thématique. Donc j'ai choisi dans un premier temps un soudeur masqué et ensuite 2 femmes qui, me semble-t-il, sont encore plus invisibilisées que les hommes dans leur travail. Je pense que c'est la fonction de la photographie en général, en fait, soit de montrer les choses qu'on voit pas, où on peut passer juste devant et on les remarque pas. En fait, le photographe est là pour montrer des choses qu'on voit pas habituellement. Et là, en particulier, en fait, rentrer dans les usines, rentrer chez PSA, rentrer chez Arcelor, rentrer dans ces usines-là, en fait, vous rentrez pas comme ça. Donc, ça permet aussi de montrer au monde extérieur un peu à quoi ça ressemble. On est dans un sujet qui nous interpelle quand on pense au moment qu'on vit, où on dit qu'il y a une dichotomie dans la société entre les gens qui ont les facilités pour vivre et les autres. Je trouve très bien qu'il y ait un lien qui se fasse par le regard qu'on a sur les gens qu'on ne voit pas. Voilà, donc c'est réussi sur tous ces points, j'espère. C'est un moyen surtout de garder des traces d'une époque précédente. C'est principalement ça, ce qui m'intéresse, c'est de garder des traces. Et des traces de ce concours seront gardées puisque les 6 lauréats, 3 dans chaque catégorie, verront leurs photos exposées pendant 6 mois dans les locaux et agences du Crédit Agricole de Lorraine avant que vous ne puissiez les découvrir sur les murs du Club de la Presse de la Communication Metz-Lorraine. Place à la musique à présent, avec un groupe de musique du monde, Anga Tchalo, qui va vous faire voyager sur les eaux du Gange et du Niger, composé de Damien, Alexandre, Solène et ponctuellement d'Emmanuel, qui vit aujourd'hui à Bombay. Le groupe s'est retrouvé chez le musicien Pierre Kocaman afin d'enregistrer un premier album live, et bien évidemment, je n'ai pas loupé ça. Anga Tchalo, c'est un projet de musique du monde qui mélange un répertoire d'Afrique de l'Ouest, parce que je joue le kamalengoni, avec au départ le sitar, qui est d'origine indienne. On s'est rencontrés avec Alex et on a commencé le projet en duo. Ensuite, Solène nous a rejoints et elle fait le trait d'union entre ces 2 univers musicaux, avec sa flûte et sa voix. Et là, il y a une histoire particulière avec Manu qui nous a rejoints aux percussions. Le répertoire est un mélange de pièces traditionnelles d'Afrique de l'Ouest, donc ça vient essentiellement du Burkina Faso et c'est tiré du répertoire des balafons, les xylophones africains. Et les chants sont issus aussi du répertoire de l'Afrique de l'Ouest. Et l'idée au départ, c'était j'ai reçu un enseignement de plein de morceaux différents et c'était d'essayer de pouvoir raconter quelque chose au public par l'enchaînement de morceaux. Et on est sur un répertoire qui est un petit peu engagé dans l'idée de changement, voilà, d'être un peu plus ensemble et un peu plus unis. Ce qui me touche dans cette musique-là, en fait, c'est, je pense, je prendrais comme exemple peut-être ce que les gens nous disent parfois à la fin des concerts, c'est ça m'a fait voyager ou ça m'a relaxé, je me sens détendue, je me sens mieux. Moi, c'est des sujets qui me touchent beaucoup. La musique pour faire du bien. Et puis, peut-être aussi voyager en restant chez soi, ou en tout cas pas loin de chez soi, puisque on peut aller dans la salle de concert de son village et puis trouver de la musique qui vient d'un autre pays dans le monde. Ceci est un sitar indien que j'ai acheté chez un petit artisan luthier de Bénarès. Il est composé de 20 cordes. Il y a 2 rangées de cordes, on voit bien ici, il y a les 7 cordes du dessus et 13 cordes en dessous qu'on appelle cordes sympathiques, qu'on peut jouer comme ceci. Ou qui résonnent aussi en fonction de la gamme qu'on joue au-dessus. Et ben on accorde avec ces clés là, sur la gamme. Et après, la particularité de cet instrument aussi, c'est qu'il est fait pour reproduire les sons de glissando de la voix, qui sont beaucoup utilisés en musique classique indienne. Et donc, on peut tirer sur la corde pour chercher les notes au-dessus.
Pour un djembé, tu as une basse, ce qu'on appelle le ton, la tonique, et le claquet. Hein. Et au mieux, claquet fermé. Donc tu as 3 à 4 sons de base, alors que là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tous ces sons-là qui existent, plus la basse. Et on peut mélanger les deux. Voilà. Donc si tu mets les deux ensemble, tu as une variété de sons de base qui est une bonne quinzaine de sons. Donc effectivement, c'est impressionnant quoi. Et en plus, c'est virtuose. C'est une ouverture culturelle en fait, donc c'est aussi nous ce qu'on propose au niveau de la musique, c'est de mélanger des instruments qui n'avaient pas vocation à se rencontrer et c'est peut-être aussi une invitation à le faire de façon plus générale, de se rencontrer de façon plus générale et de partager même si on a des cultures différentes. Anga Tchalo, dont vous pouvez suivre l'actualité sur le site de Damien notamment. Notez bien les dates de concerts à venir qui vous permettront de vous procurer leur très bel album. Et revenons à présent sur la magnifique soirée organisée en hommage au Nest de Thionville. Le théâtre en bois a en effet refermé ses portes pour être démonté avant qu'un nouveau théâtre ne voie le jour dans 4 ans. L'occasion pour la directrice des lieux, Alexandra Tobelem, de réunir toutes celles et ceux qui ont fait vivre ce lieu unique, acteurs comme spectateurs, et de proposer une dernière représentation, mais pas seulement. Laissez-nous faire une dernière générale. Laissez-nous faire une dernière couturière. Laissez-nous faire une dernière allemande. Laissez-nous faire une dernière italienne. Et une toute dernière représentation pour convoquer les fantômes qui ont fait vivre le Nest Théâtre de Thionville depuis plus de 20 ans. Car le théâtre en bois, situé sur les berges de la Moselle, va disparaître pour accueillir d'ici 4 ans un théâtre flambant neuf en lieu et place. En attendant, ce sont 20 ans d'émotions théâtrales qui ont remonté à la surface, le temps d'une soirée unique destinée à célébrer un lieu de création, de partage et d'ouverture. On a déjà essayé de rendre hommage à ce théâtre, à tous les gens qui ont vécu des choses ici, travaillé ou brassé des émotions grâce à ce qui s'est joué sur ce plateau. Donc on a inventé comme ça plein de stands d'hôtel, comme on a dit, où vous pouvez vous faire prendre votre photo souvenir avec le théâtre en bois. Il y a les anciens directeurs et directrices qui jouent leurs scènes emblématiques. Et après, on a voulu avoir une grande cérémonie en commun. Il y a un grand feu à l'effigie d'un nid qui va s'enflammer, parce que le nest, ça veut dire le nid en anglais et en allemand. Et on avait envie de filer cette métaphore de l'oiseau et du nid pour s'envoler, puisqu'on va être pendant 4 ans sans théâtre et qu'on va aller dans les différentes villes, villages, communes du Nord-Mosellan qui ont chaleureusement ouvert leurs portes pour qu'on puisse jouer la saison prochaine. Ici, tout est faux, mais c'est la vie qui déploie ses ailes chaque soir de représentation. Le théâtre, c'est la vie en mieux géré. C'est émouvant. Quand on y a travaillé, on se dit « Oh là là, ça y est, c'est la fin. C'est la dernière fois qu'on est rentré dans le théâtre en bois et c'est une belle page qui se tourne. » J'ai pas trop envie que le théâtre parte. Mais évidemment, il y aura un autre théâtre qui sera reconstruit. Le théâtre en bois, on y était quand même attaché, notamment par son aspect, l'acoustique spécifique. Et puis on a beaucoup travaillé avec l'équipe du Nest parce qu'on a monté quelques pièces ensemble, notamment avec les jeunes. Donc il y avait tout un travail comme ça d'implication des habitants du quartier avec le théâtre. Voir comment le TPL a grandi, c'est très émouvant, et de savoir qu'il va y avoir un autre théâtre à la place de celui-là,
c'est quand même encourageant pour les temps à venir. Pour l'heure, pas de trêve pour le théâtre qui viendra directement aux spectateurs, en attendant de retrouver un nouveau nid. Pour sa nouvelle saison, Alexandra Tobelem a d'ailleurs imaginé une programmation comme une invitation à se décoller de la réalité pour mieux rêver. La programmation de la rentrée, elle se commencera ici même, de nouveau sur ce site-là. Mais alors là, uniquement sur le parking, on ne rentrera plus dans le théâtre, pour un projet qui s'appelle Le Grand Débarras de la compagnie Opus, qui est une compagnie historique d'art de la rue, une compagnie assez géniale, qui va vous proposer un vrai faux vide-grenier. Et donc voilà, ça va commencer. On continue à célébrer nos changements de saison avec les marchés de producteurs et les spectacles comme on fait. Celui du printemps, on ira par exemple à la ferme du Follepi à Zoufkten. Et le spectacle se jouera là-bas avec Anne Barbeau, qui invente un spectacle sur mesure pour la ferme, par exemple. C'est ça, ce genre de choses qu'on va faire la saison prochaine, comme on n'a plus de théâtre. Une programmation qui se dévoile à chaque saison sur le site du Nest Théâtre, qui, contre vents et marées, n'a pas fini de nous enchanter. Une soirée étincelante et chargée d'émotions qui dit l'importance d'un tel lieu, l'importance du théâtre. Retrouvez toute la programmation de la nouvelle saison délocalisée du Nest sur le site qui est apparu à l'écran. Et c'est déjà tout pour aujourd'hui, mais bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine, sans faute, pour un nouveau plein de culture. D'ici là, émerveillez-vous. Allez, bye bye. What is a bus? What is a guatamales? What is a bus? What is a guatamales? Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bons plans, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg.